Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 25 février 2022. Oh, une journée très éreintante aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous lirai rien. Je vais vous faire part de mes impressions sur ce qui se joue en Ukraine. Mais d'abord, je vais vous raconter, mais je ne vous dévoilerai pas le nom de l'auteur, écrivain, essayiste, cinéaste, directeur de collection. Donc, je me suis porté acquéreur ce matin de quelques milliers de volumes, autour de 2000 volumes. Certains d'entre eux sont autographiés. Alors, il a eu l'élégance de ne pas arracher la page de garde où on y retrouve le nom de celui qui a envoyé, celui qui a offert le livre. Vous me direz, il n'y a pas eu l'élégance de le garder. Non, c'est un homme qui a atteint, qui est entré dans le grand âge et qui sent le besoin de faire, de libérer sa bibliothèque et de la rendre à l'air libre et de savoir que sa bibliothèque va connaître un second souffle en étant éparpillée. Cela lui a fait plaisir. Ce que je peux vous dire sur lui, cependant, parce que, bon, il y a des secrets de libraire, alors donc je ne dévoilerai pas le nom. Et c'est que il me racontait que il me faisait part de ses impressions sur ce qui se joue en Ukraine. Selon lui, les Ukrainiens ont fait une grave erreur de ne pas s'engager à à ne pas affirmer qu'ils ne rentreraient pas dans l'OTAN, qu'ils ne feraient pas partie de l'OTAN. Ils auraient dû offrir des gages à Moscou qu'ils n'avaient pas l'intention d'entrer dans l'OTAN. Et que c'était insensé et périlleux d'entrer, de laisser les Russes les attaquer en sachant qu'ils n'avaient aucune chance de gagner et que cela ferait des milliers de morts dans leur camp. Que c'était donc une guerre perdue d'avance et qu'il aurait mieux valu pour les dirigeants ukrainiens d'offrir des gages à Moscou. C'est son point de vue. Mais évidemment, il n'avait aucune sympathie pour Vladimir Poutine. Il me confiait également que dans sa vie d'intellectuel, il avait eu 3 objectifs. Celui de permettre aux Québécois de s'échapper de la tutelle de l'Église catholique, celui de les libérer aussi de l'influence intellectuelle parisienne, de cesser d'avoir des complexes, et enfin d'échapper à l'influence de la culture américaine. Et somme toute, il jugeait que c'était pas si mal d'avoir vu 2 de ces 3 objectifs réalisés. Alors, il a eu également des bons mots pour MBC, que vous reconnaîtrez, MBC, et il a dit de lui qu'il était le Québécois le plus intelligent qu'il avait jamais rencontré dans sa vie, et qu'il l'avait exhorté, qu'il lui avait conseillé de quitter le Québec, trop petit pour lui, et qu'il devait s'exiler soit aux États-Unis, soit en France. Alors, est-ce que l'exil de MBC va se poursuivre longtemps? Je ne sais trop. Je ne sais trop. Alors, dans les prochains jours à la librairie, donc, je vais offrir également sur ma page Facebook plusieurs livres, mais je ne partagerai pas les livres qui sont autographiés. Alors, ça sera aux gens qui fréquentent ma librairie d'en faire la découverte. Alors, à la librairie aussi, il y a des débats. Il y a des débats sur ce qui se passe en Ukraine. Il y a des pro-Poutine qui fréquentent ma librairie. Alors, qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? D'abord, ce sont généralement des gens férus d'histoire et qui
sont reconnaissants à l'égard du peuple russe d'avoir vaincu les nazis. Et qui comprennent également le ressentiment de Poutine de voir son territoire menacé par des pays pro... et il rappelait que l'OTAN avait été créée pour contrer la menace soviétique. Alors il le jugeait, en tout cas ils sont quelques-uns à penser ça à la librairie, qu'au fond, Poutine avait raison de se défendre. Il y a quelques Zemmouriens aussi à ma librairie qui... ça, c'est pour moi, en fait, je vous dirais, c'est une source d'étonnement parce que pour ma part, je trouve Zemmour assez pathétique, je vous dirais. Et les quelques entrevues qu'il m'a été donné d'entendre, j'ai eu ici, il n'y a pas si longtemps, le premier sexe que j'ai parcouru vitement. Ça m'a semblé une série de clichés éculés. Quelque chose de... Je veux dire, en tout cas, c'est pas ce genre de penseur-là qui peut donner la réplique à l'autrice du deuxième sexe. Et le niveau, c'est même, pour moi, c'est même inimaginable. Pour moi, c'est un signe, en tout cas. Mais là, c'est autre chose, j'allais dire, c'est un signe de la décadence intellectuelle. Mais pas loin, je dirais. Et je ne vois pas en cet homme qui rêve d'être celui qui va redresser la France, et qui se rêve en Poutine français, pour moi, c'est un délire grandiose que de la mythomanie. En tout cas, vu du Québec, c'est l'effet que ça me donne. Cet homme-là n'est pas sérieux. Peut-être un bon sur un plateau de télévision, sans doute, peut-être. Maniant la sophistique avec brio, mais je le juge, en tout cas, sans aucune envergure, pour ma part. Et de la manière, en tout cas, c'était assez spectaculaire, ce retournement de veste en 24 heures. On pourra juger qu'il y a des raisons tactiques comme ça, mais je pense que, avant d'être un bon tacticien, je pense que d'avoir les idées claires, ça aide. Et même se tromper avec les idées claires est peut-être préférable. Et là, la volte-face qu'il a effectuée, c'est en 24 heures, vraiment, c'est du grand art. Alors, ce que j'ai entendu aussi à la librairie, il y a quelqu'un qui évoquait ce proverbe polonais: quand la guerre commence, les portes de l'enfer s'ouvrent. La guerre a commencé. Et la porte de l'enfer s'est ouverte. Et il y a un autre élément que j'entends beaucoup, que j'ai entendu beaucoup, pour pratiquement tout le monde que j'ai rencontré dans les derniers jours, c'est impossible. C'est strictement impossible que ça se termine en conflit nucléaire. Alors, je prends pour exemple Hitler. Alors, je leur demande, est-ce que si Hitler avait eu en sa possession la bombe atomique, en aurait-il fait usage? Tous sont d'accord pour le dire. Mais tous admettent, en tout cas ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi, que ça pourrait se terminer en conflit nucléaire. Hitler serait une sorte d'exception. Eh bien, pour moi, c'est encore une source d'étonnement. Parce que Hitler, oui, est une monstrueuse exception. Mais des despotes qui, si on leur avait donné les possibilités technologiques de commettre des massacres à grande échelle, eh bien, ils les auraient commises. Ils les auraient commis, ces massacres-là. Alors, Hitler, qui était animé d'une volonté de puissance hallucinante, on pourrait retrouver cette volonté de puissance chez le président chinois ou chez le président russe ou chez Erdogan. Tous sont animés par cette volonté de puissance. Alors, et là, aussi, ce qu'on me disait à la librairie toujours, c'est qu'on a
des intérêts économiques bien compris empêcheraient tout le monde de s'autodétruire. Mais encore là, la rationalité des échanges économiques, c'est déjà démontré en psychologie comportementale. Les gens n'agissent pas toujours selon leur intérêt supérieur. Ils peuvent même le sacrifier au nom de promesses, au nom d'avantages immédiats, au nom de la rivalité aussi. Alors, il y a des psychologues qui ont étudié ces questions-là du comportement économique et en sont venus à la conclusion que oui, règle générale, l'être humain se comporte à peu près raisonnablement dans les questions économiques, mais que ce n'était pas une donnée de base absolue, que ça arrivait, que les exceptions étaient nombreuses, où on pouvait constater des errements de l'irrationalité chez l'être humain concernant l'économie, concernant les affaires. Alors aussi, c'est ne pas avoir lu Freud et la pulsion de mort. Alors, qu'est-ce qui pousse des tyrans, des despotes, à s'engager dans des voies sans issue où ils vont quand même exercer un pouvoir de destruction sans limite? Qu'est-ce qui les pousse à entrer là-dedans? Qu'est-ce qui fait que les peuples passifs les suivent, se laissent embobiner et ces mêmes peuples courant à leur perte, eh ben, ne se rebiffent pas, ne se révoltent pas contre les tyrans. Alors, de prêter des vertus à Poutine sous prétexte que les Américains ont une longue feuille de route d'exaction, qu'ils ont commis des massacres au Vietnam, en Irak, dans les pays d'Amérique latine, lors de la guerre froide, évidemment. Il n'y a personne qui va dire que les Américains, ce sont des gentils. Mais il ne s'agit pas ici de choisir son méchant. Il s'agit de voir qu'il y a des forces, moi j'oserais presque dire maléfiques, qui sont en train de se déchaîner. On a beau avoir entendu, je l'ai entendu il y a quelques minutes, que Hitler, par exemple, on faisait un parallèle entre Hitler et Poutine, et on disait de Poutine que c'était un médiocre qui avait pris sa revanche, et que Hitler également était un médiocre. Mais ça va bien au-delà de la médiocrité. La médiocrité, c'est ce que nous sommes la plupart du temps, nous, les êtres humains à peu près normaux. Mais le degré de malfaisance de certains individus va bien au-delà de la médiocrité. On a affaire à la question métaphysique du mal. Alors, on a affaire à littéralement, à des énergumènes. Alors, l'énergumène, c'est, les vérifier dans le dictionnaire, c'est celui qui est possédé par le démon, possédé par le mal. Alors, ils sont des énergumènes dans leur raisonnement, ils ont évidemment parfois des intuitions fulgurantes, ils ont la capacité ils ont un certain génie pour la guerre, mais jusqu'à un certain point seulement. Alors, quand Poutine traite le président ukrainien, qui est de confession juive, et qu'il le traite de nazi, on n'est plus juste dans la confusion intellectuelle. Là. Et si on relie l'histoire russe, les abominations qu'ont subi les Juifs par Staline, parce qu'il y a eu une double attaque, si je peux dire. Les Juifs ont été persécutés par les nazis, mais ils l'ont été aussi également par les Soviétiques. Et on a pu entendre quasiment la haine du Juif. Et quand il dit il faut dénazifier l'Ukraine, c'est plus, on n'est plus dans le domaine,
on est dans un domaine qui dépasse toute conception humaine d'un conflit, d'un rapport de force. On n'est plus là-dedans. Là. On est dans la métaphysique. Alors, et c'est pour ça que je comprends votre réaction de vous dire non, c'est impossible que tout ça se dégrade au point d'envisager la possibilité que des bombes atomiques tombent. Mais la Deuxième Guerre mondiale, quand elle a débuté, elle devait être de courte durée. Il y a eu des négociations, bon, celle de Munich, qui ont duré un certain temps. Après, il y a eu l'annexion de divers pays par Hitler. Les puissances européennes sont restées relativement passives. Et pour le reste, et puis, la guerre européenne, eh bien, elle est devenue mondiale. Mais si on avait dit à un Européen en 1939 que 6 ans plus tard, cette guerre-là se terminerait par 2 bombes atomiques sur le peuple japonais et la découverte des camps, il ne l'aurait pas cru. Il aurait dit non, c'est pas possible, on peut pas aller jusque-là. L'être humain, il va savoir s'arrêter, il va réfléchir, il va envisager que la défaite serait trop coûteuse. Eh bien non, c'est pas ça qui s'est passé. Et c'est pas ça qui s'est passé du tout. Alors, et quant à Poutine, toujours, il a assassiné des journalistes, il a annexé par les armes divers pays, il a, jugeant appartenant à son ex-empire, il a emprisonné des dissidents, il en a fait assassiner. C'est un homme qui tue. Et qui tue en toute impunité. C'est aussi un homme qui a accumulé une fortune colossale. C'est un prédateur. Il a pillé son propre pays. Au niveau économique, ce que j'ai cru comprendre, le PIB de la Russie était comparable à celui de l'Espagne. L'Espagne ne dispose pas de ressources naturelles comme en dispose la Russie, j'allais dire l'URSS. La Russie, c'est un échec du point de vue économique. Est-ce que la gestion de la pandémie a été également un échec, comme elle l'a été également aux États-Unis? Je vais revenir sur les États-Unis parce que la confusion, la confusion intellectuelle, elle a atteint un tel niveau que ce proverbe polonais, il faut le garder présent à l'esprit. Les portes de l'enfer se sont ouvertes. Vraiment, là. Est-ce qu'on va pouvoir les refermer avant que les monstres s'emparent de tous les esprits? Il faut l'espérer. Mais rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Alors, les Américains, bon, moi, je vais vous faire une petite parenthèse sur Donald Trump. J'en ai pratiquement pas parlé parce que j'avais décidé que Trump lui-même était un fake news, qu'il n'existait pas. Alors, j'avais décidé que ça n'avait aucune importance, Trump. Bon. Mais j'ai commencé à le prendre au sérieux quand il a refusé de reconnaître sa défaite. Et de mémoire d'homme, qui commence à être longue, vu les années qui s'allongent, eh bien, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu un président ne pas reconnaître sa défaite. Même Al Gore, qui a été battu et qui avait remporté le suffrage universel en 2000 et qui a finalement, parce qu'il y avait eu un problème avec les machines en Floride, décidément la Floride, et que les machines qui servent à compter les votes, il y avait eu des bris, elles avaient été défectueuses. Et enfin, des juges s'étaient penchés sur ces machines-là. Et in extremis, on a accordé les votes à Bush, lui permettant de conquérir le vote des grands électeurs, et il a été élu. Et c'était tout à fait contestable comme victoire, mais Al Gore a obéi
au principe supérieur de la démocratie. Quand on cède, on a perdu son fauteuil, eh bien, on cède sa place et on permet même à une transition en douceur avec le prochain président. Ce qui n'a pas été absolument le cas. Il a refusé. Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite. Bon, il y a eu ce qui s'est passé au Capitole. Mais, et là, les républicains pensent, dans leur majorité, que c'est Poutine qui a raison. Et 70% des Américains sont contre une intervention militaire des Américains en Ukraine. Alors, et la possibilité d'une guerre civile aux États-Unis, elle est quand même tout à fait réelle. Et qu'est-ce qui est pire qu'une guerre civile? Eh bien, une guerre à l'étranger ou une guerre contre un bouc émissaire ou contre une puissance extérieure à nous, eh bien, empêche la guerre civile. Quelles pourraient être les conséquences de ce qui se passe en ce moment? Eh bien, moi, je pense que, évidemment, l'OTAN va devenir plus puissante. Je pense que les Européens comprennent la nécessité, l'Union européenne comprenne la nécessité de se doter d'une armée autonome, une armée qui n'est plus, qui est de leur ressort. Les Américains qui n'ont jamais voulu de cette armée comprennent aussi que les enjeux se bousculent, qu'il faut absolument, probablement, un bloc occidental, américano-européen et certains d'autres pays comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, eh bien qu'il y ait une sorte de bloc homogène et sous un commandement, ou en tout cas d'alliance de divers commandements. Mais c'est clair que l'Europe doit se doter d'une armée. Ne doit plus laisser les Américains assurer la protection du territoire européen. Et se rappeler que l'Amérique elle-même est une invention européenne. Il faut quand même le dire. Alors, je ne sais comment tout ça va se terminer, mais de juger qu'il pourrait y avoir finalement une voie offerte à la raison, à l'équilibre, je pense que c'est faire preuve d'un optimisme assez téméraire, je dois vous confier. Je ne dis pas que tout ça va se terminer en guerre nucléaire, comprenez-moi bien. Mais d'être absolument convaincu que cette possibilité-là n'arrivera pas, je pense que c'est faire abstraction de la longue histoire humaine qui a été ponctuée de massacres et où l'irrationalité prenait toute la place. Et l'irrationalité n'est pas que du côté, évidemment, de Poutine. Elle est également du côté des Américains avec Trump. Et que quand les irrationalités de grande puissance, probablement Erdogan est atteint du même délire, le président chinois également, je pense qu'il y a vraiment du souci à se faire. Et puis là, évidemment, les mesures, les sanctions économiques vont aller en augmentant. Le sentiment de persécution va aller en s'aggravant. La paranoïa va augmenter. En augmentant, les risques de dérapage iront également en augmentant. Et on se retrouve dans une espèce de bouillon, de masse en fusion, de cocotte minute où littéralement tout peut exploser. Alors, voilà, c'était pas une vidéo très, 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 très réjouissante. Je pense que je
je suis plus plaisant quand je lis des recueils de poésie, même si parfois lire de la poésie, c'est quand même un art, c'est quand même un métier même, je dirais. Eh bien, mais je vais revenir à la poésie, n'ayez crainte. Mais aujourd'hui, ça a été une journée, j'ai été hyper occupé, j'ai pas pu suivre l'actualité européenne de ce qui est pour l'instant une guerre européenne, n'est-ce pas? Mais de guerre européenne, elle pourrait se transformer en guerre mondiale. Il suffit de peu de choses, là. De peu de choses. Vraiment. Et j'aurais envie de vous dire même, puisque je pense que cette guerre-là, il y a un élément métaphysique important, qui est la question du mal, qu'on refuse oui, c'est là, j'ai entendu des experts dire oui, c'est le retour du tragique. Le tragique est toujours là. C'est peut-être le retour de quelque chose d'autre, qui n'est pas le tragique, qui est pire que le tragique, qui est le mal. Et il y a quelque chose de l'ordre du déchaînement. Et les Américains aussi, hein, la pandémie, la gestion de la pandémie a été calamiteuse. Ils sont près de 1 million d'Américains d'avoir succombé. Et cette espèce d'indifférence aussi, il était vieux, il souffrait de comorbidité. Cette acceptation-là que des gens meurent, euh, ayant recours aux statistiques, hein, ayant recours à la logique du chiffre, comme je l'évoque souvent, eh bien, c'est assez terrifiant. C'est assez terrifiant, c'est assez terrifiant. On est loin on est loin de Camus, là. Ouais. Puis de bien d'autres philosophes humanistes qui jugeaient que la mort d'un seul enfant était un scandale qui rendait presque impossible l'existence de Dieu. Alors, voilà. Alors, c'est tout. Je suis désolé pour cette vidéo, mais j'aurais envie de dire, ouais, peut-être qu'il faut prier, là. Hein? Je ne sortirai pas Heidegger qui disait que seul un Dieu peut nous sauver, mais j'ai presque envie de vous dire ça. J'ai presque envie de vous dire ça. Et ça peut aller très vite, là. Ça peut aller très, très, très vite. Et puis les menaces aussi que les uns et les autres se font par le biais de la cybernétique. Hein? La cybernétique, maintenant aussi, peut paralyser les transports aériens, elle peut empêcher les centrales nucléaires de fonctionner, elle peut interrompre des barrages hydroélectriques. Tout est relié par des ordinateurs. Notre monde est de plus en plus complexe au niveau technologique. Plus il y a de complexité, plus il y a de fragilité. Et il suffit qu'un élément casse pour que ça ait des répercussions sur d'autres éléments. Enfin, voilà. Je vous remercie d'être avec moi et portez-vous bien tout de même.